Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Santé et Vie. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Très heureuse de vous retrouver encore pour parler santé. Et ce soir, nous allons parler d'un autre sujet intéressant. J'espère que cela aussi vous intéressera. Il s'agira du cancer digestif. Le sujet en soi, c'est comment reconnaître les signes précoces et améliorer les chances de guérison. Mais je vais vous laisser avec cet état des lieux. Question de comprendre de quoi il s'agira ce soir et on se revoit juste après. Le cancer digestif est un problème majeur de santé publique. Il touche différents organes du système digestif, notamment le côlon, l'estomac, le foie, le pancréas et l'œsophage. En RDC, comme dans de nombreux pays africains, la maladie est souvent diagnostiquée tardivement, ce qui réduit les chances de guérison. Le manque de sensibilisation, l'accès limité au dépistage et la consultation tardive figurent parmi les principaux défis. La prévention repose sur une alimentation équilibrée, l'activité physique, l'arrêt du tabac et de l'alcool, ainsi que sur la consultation rapide en cas de signes d'alerte. Le défi aujourd'hui est donc de renforcer la sensibilisation de la population afin que les signes d'alerte tels que les douleurs abdominales persistantes, les sangs dans les selles, les troubles digestifs prolongés ou les pertes du poids inexpliquées conduisent rapidement à une consultation médicale. Un diagnostic précoce reste la meilleure arme pour améliorer la prise en charge et augmenter les chances de survie. J'espère que vous avez compris en long et en large de quoi nous allons discuter ce soir. Et Santé et Vie reçoit pour vous, comme d'habitude, un invité. Ce sera toujours un docteur. Il s'appelle Dr Aaron Kondolo. Il est généraliste, mais aussi coordonnateur d'une association qui lutte contre le cancer. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, avec vous, nous allons parler du cancer digestif. Déjà, en entrée du jeu, comment ou qu'appelle-t-on exactement un cancer digestif? Merci beaucoup. Alors, le cancer digestif, c'est tout cancer qui se développe au dépend du type digestif ou de ses annexes. Okay. En parlant du type digestif, on voit en allant de la bouche jusqu'à l'anus, donc les pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le côlon, le rectum, mais aussi l'anus. Après, il y a aussi les annexes. Les glandes annexes, comme on les appelle, le foie, les voies biliaires, mais aussi le pancréas. Et quels sont les principaux cancers digestifs qu'on rencontre dans notre pays? Alors, sur tous les segments du type digestif, on peut retrouver tous ces cancers dans notre pays. Okay. Mais comme dans le monde et partout ailleurs, les cancers les plus mis en valeur ou soit les plus répandus, c'est les cancers colorectals. Ok. Qui est exactement, vous pouvez expliquer? Alors, le cancer colorectal, c'est un cancer qui est dans le type digestif, mais qui se développe aux dépens du côlon et du rectum. Ok. Troisièmement, ça sera, quelle est la situation actuelle du cancer dans notre pays digestif, précisez? Alors, la situation actuelle du cancer digestif, comme des autres cancers, bien sûr, c'est que avec le Centre national de lutte contre les cancers, il est mis en place un moyen de disposer des traitements pratiquement gratuits. Okay. Et je pense qu'avec cette proposition, il y a les malades qui sont quand même pris en charge. C'est plus comme avant où les gens mouraient sans savoir de quoi ils mouraient exactement. Parce que lorsque les signes apparaissaient, les gens ne savaient pas exactement de quoi il s'agissait. On tâtonnait jusqu'à ce que mort s'en suive. Okay. Et aujourd'hui, avec un plateau technique assez possible pour diagnostiquer la maladie, donc, je crois qu'actuellement, la situation dans notre pays est en train d'évoluer. On n'a pas encore atteint les points qu'il faut, mais je pense que nous sommes en pleine évolution. Parlons des signes. Quels sont les signes qui permettent de reconnaître un cancer digestif? Par rapport aux signes, les signes vont dépendre de chaque segment touché. Okay. Si c'est un cancer au niveau de l'œsophage, il y a des signes qui vont être en faveur de ces cancers. Si c'est au niveau de l'estomac, si c'est au niveau colorectal, ou soit si c'est au dépend des voies biliaires, du pancréas ou du foie. Mais qu'à cela ne tienne, généralement, on a des douleurs abdominaux. Nous avons des douleurs abdominales, je voulais dire. On a les sangs dans le sel, par exemple. Okay. Comme on parle plus du cancer colorectal qui est mis en valeur. Donc, il y a les sangs dans le sel, ou soit les sels qui changent de coloration. Okay. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. On va parler de facteurs principaux de risque, parce qu'après tout, on a un cancer digestif qui peut toucher beaucoup plus de parties de l'organisme, mais quels sont les principaux facteurs?
Alors, les facteurs de risque pour le cancer digestif sont plusieurs. Il y a la consommation du tabac, la consommation de l'alcool, la consommation de certains aliments, par exemple, peuvent favoriser ou mettre à la personne en risque de développer une On pathologie, peut un avoir cancer. quelques types d'aliments? Alors, généralement, on parle des aliments, les surgelés Ok. déjà. La viande rouge, elle Mhm. est impliquée. Une consommation excessive, on va dire, parce qu'il faudrait là mettre de l'équilibre. C'est pas des personnes qui consomment la viande rouge à des intervalles tolérables qui vont Mhm. développer, mais des personnes qui la consomment du jour au lendemain à une Mhm. consommation excessive, on va dire. Mais aussi, il y a des études qui ont prouvé que des personnes qui mangent, pardon, des viandes passées au feu, par exemple des viandes qu'on a braisées, par exemple, Ok. la fumée, il a été démontré que la fumée qui est utilisée pour la cuisson de ces repas pourrait être cancérigène. Ok. Donc, ce qui fait que parfois ces aliments aussi consommés excessivement pourraient être responsables de certains cancers. Étant congolais, on va se mettre dans les chefs de la population. On se dit, quand on a mal à la tête, forcément, c'est rien de grave. On peut tout simplement prendre un médicament, un calmant pour passer. Mais quels sont ces signes-là qui alertent une personne pour vraiment aller consulter un médecin? Alors, normalement, il faudrait déjà qu'on rappelle en tant que Congolais que tout état de mal-être nécessite une consultation. Ok. Il ne faudrait pas qu'on se limite à dire pour un mot de tête, il faut prendre du paracétamol et puis ça s'arrête là. Mhm. Il faudrait toujours une consultation pour que le médecin arrive à détecter exactement de quoi il s'agit Mhm. et mettre un traitement en rapport avec la maladie trouvée chez les patients pour espérer trouver une bonne guérison. Et en matière de cancer aujourd'hui, nous avons des oncologues au pays qui peuvent être consultés à chaque fois qu'il y a un signe. On peut bien sûr commencer par un généraliste et s'il estime qu'à son niveau, il trouve pas rien d'alarmant à son niveau, il peut faire monter les malades vers un oncologue après avoir fait certains examens pour que l'oncologue puisse orienter les malades à recevoir son traitement. Et voilà. On va aussi parler d'une petite précision. On dit souvent que les cancers des seins est héréditaire. Donc ça veut dire que si maman l'a eu, l'enfant peut avoir la chance d'attraper ou de développer un cancer. Mais est-ce qu'en parlant de cancer digestif, on peut parler du même cas? Les antécédents familiaux jouent aussi dans ce cas-là? Exactement. En matière de cancer, les antécédents familiaux jouent toujours. Oui, il y a des antécédents familiaux qui jouent. Donc, si vous avez dans la lignée directe un membre de famille qui a développé un cancer digestif, il est fort probable que dans la lignée directe, il y a une personne qui puisse développer aussi ce cancer. Donc, les Mais facteurs existent. comment faire déjà pour éviter de développer la même maladie? Alors, comment faire pour éviter? C'est aujourd'hui, il y a des examens que l'on fait, des examens génétiques, Ok. pour arriver à détecter s'il y a un gène qui a migré, qui est passé de la mère, par exemple, à l'enfant, ou voilà, un gène qui a migré. Alors, c'est à la découverte de ce gène qu'on peut se dire que cette personne, avec la présence de ces gènes dans son organisme, pourrait facilement développer un cancer à la longue. Et déjà, quand on sait qu'il y a un gène, on peut commencer à faire une surveillance rapprochée jusqu'à ce qu'on se dise qu'à un tel moment, il faudrait soit faire une intervention chirurgicale pour éviter que ces gènes se développent et causent la maladie, par exemple. Mais est-ce qu'il y a des personnes plus à risque que d'autres? Alors, les personnes plus à risque, ce sont des personnes qui s'exposent à tous les facteurs favorisants. Ok. Alors, au-delà des personnes qui peuvent avoir les facteurs héréditaires dans la famille, mais aussi des personnes qui s'exposent à tous les facteurs de risque, comme on venait de les citer, consommation d'alcool, du tabac, la chicha aujourd'hui, et tous les aliments dont on a parlé. Ces personnes se mettent à risque de développer la maladie. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des dépistages possibles avant de préciser si la maladie, si on est porteur du cancer ou pas? Alors, pour détecter s'il y a la maladie, il y a des dépistages actuellement qui se font. Alors, la personne peut aller, en voyant les signes, par exemple, des symptômes dont on a parlé, le malade peut se rendre à l'hôpital et on va faire un examen, on peut faire un prélèvement, on peut faire un examen d'endoscopie, par exemple, on peut faire un examen d'anapathe, on prélève un morceau de la partie concernée et puis on va les faire analyser par l'anapathe ou soit en laboratoire pour essayer de voir est-ce qu'il y a
quelque chose qui est en rapport avec un cancer. Et si on retrouve ça, on peut directement commencer à soigner. Plus tôt on retrouve, plus tôt on soigne et mieux la guérison pourrait s'installer. On va quand même faire une petite curiosité. J'espère que la médecine va nous le permettre. Quels sont les types d'examens qu'on fait pour constater si exactement on a le cancer? Alors, par exemple, dans les cas des cancers digestifs, on peut passer par une endoscopie. Okay. On peut faire un examen de sel où on recherche les sangs occultes dans le sel. Okay. On peut faire un prélèvement, au travers de l'endoscopie, on peut faire un prélèvement de la partie concernée. Par exemple, s'il y a un problème au niveau de l'estomac, on fait un examen d'endoscopie pour voir la paroi. Et après, on prélève. Avec le prélèvement qu'on fait, on va faire un examen d'anapathe parce que pour poser un diagnostic de cancer, il faudrait obligatoirement passer par un examen d'anatomie pathologie pour arriver à déterminer si exactement c'est un cancer. Et quels sont... Excusez-moi, okay. On peut aussi faire un scanner okay. et une IRM dans le cadre des examens d'imagerie médicale. Okay. Mais quels sont les traitements disponibles aujourd'hui dans notre pays? Alors, les Centres nationaux de lutte contre les cancers ont mis en place des traitements. On peut passer par une chimio, une radiothérapie, une chirurgie. Ça dépend du stade auquel la maladie est diagnostiquée. Et l'oncologue qui est spécialiste dans la prise en charge des cancers pourrait, à ce niveau, après avoir vu les résultats, déterminer le type de traitement qu'il faut. Ça peut aller d'une chimio, une radiothérapie, une chirurgie. Parfois, on associe les trois traitements, les deux, et ainsi, voilà les traitements qu'il y a. Mais aujourd'hui, ça coûte cher, faire tous ces examens. Déjà faire les examens et se faire traiter, bien sûr. Effectivement, les examens, ça coûte cher, mais pour la prise en charge, comme je le disais, le Centre national de lutte contre le cancer a mis à disposition dans certains hôpitaux de la place un traitement disponible où les gens peuvent le recevoir gratuitement. Mais pour les examens, c'est vrai qu'il faut encore payer. Je pense qu'avec les réformes qui viennent, on pourrait arriver à une prise en charge totale pour les patients atteints de cancer. Est-ce qu'après, on peut parler d'une guérison possible, après le cancer? Alors, parler de guérison, tout dépend du stade auquel la maladie a été diagnostiquée. Si la maladie a été diagnostiquée à un stade précoce, il y a beaucoup de chances de survie du patient. Okay. Alors, on parle des chances de survie parce que parler de guérison en matière de cancer, il y a des cancers qui peuvent récidiver. On peut parler d'une guérison aujourd'hui, mais après, la maladie peut récidiver. Alors, c'est comme ça qu'on parle des chances de survie. Okay. Donc, on peut avoir une survie à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans après la maladie. C'est possible. Donc, on parle aussi généralement qu'il y a aussi possibilité de passer par une opération pour parfois éradiquer le cancer, bien sûr, mais pour tous les autres types de cancers digestifs, on a par exemple le foie, les intestins, c'est possible aussi d'opérer? Si, c'est possible d'opérer. Et d'éradiquer totalement la maladie? Oui, par exemple, lorsque la maladie est encore localisée, on peut faire une chirurgie, selon toujours les orientations de l'oncologue. On peut faire une chirurgie et on enlève la partie ou le segment du type digestif qui est touché par la maladie. On peut enlever. Et puis après, si l'oncologue estime qu'on peut faire suivre cette chirurgie d'une chimiothérapie ou d'une radiothérapie pour éviter qu'il y ait peut-être des cellules qui se sont enfouies, on parle de métastases, pour éviter que ces cellules enfouies puissent à la longue créer une nouvelle maladie. Voilà, donc on fait une chirurgie, on peut la faire suivre d'une chimiothérapie ou d'une radiothérapie et on a toujours une très bonne réponse dans ces cas. On va parler des petits conseils, voilà, je voulais dire. C'est quoi les conseils que vous pouvez donner à la population? Il faut quand même se dire qu'on est à Kinshasa et tout le monde va à ses occupations tous les jours. On emporte des maladies parfois sans jamais aller à l'hôpital se faire consulter. Mais par des petits gestes, c'est vrai après qu'on peut éviter certaines maladies. Et quels sont les petits gestes qu'on peut observer ou les précautions à avoir? Alors, les précautions à avoir, c'est être alerte par rapport à son système de santé. Okay. Je pense que tout le monde connaît comment son corps fonctionne. Le sang n'est pas indiqué pour être vu dans le sel ou ailleurs. Okay. Donc, quand on retrouve, par exemple, du sang dans le sel, c'est un signe d'alerte. Il faut aller consulter. Alors, parmi les signes, il faut juste vérifier son corps. Quand vous avez une douleur abdominale, une douleur gastrique qui revient, qui est récurrente,
allez consulter au lieu de vous laisser aller par des produits qui calment la douleur, mais qui ne traitent pas la maladie. Il est conseillé, en tout cas, de voir un médecin lorsque vous sentez qu'il y a une maladie, un état, une gêne qui ne vous permet pas, un état de mal-être, je veux dire, qui vous atteint, qui vous touche. Alors, vous pouvez voir un médecin directement et il va faire des examens appropriés et par rapport aux résultats qu'il va trouver, il pourrait vous mettre en charge, vous prendre en charge. Ok. Parce que plus la maladie est diagnostiquée tôt, plus les chances d'en guérir sont grandes. Ok. Donc voilà, les conseils que je peux donner, c'est faites-vous consulter, arrêtez de consulter l'IA, voyez un médecin qui va vous prendre en charge correctement. En passant aussi, on va parler de l'automédication. Vous êtes médecin, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? C'est devenu un peu l'habitude de Congolais de tous les jours. Alors, l'automédication, c'est parmi les pratiques qui apportent beaucoup de problèmes aux malades parce qu'après avoir consommé plusieurs médicaments, ils arrivent en consultation en ayant, par exemple, fait une automédication qui a été mal faite. Ok. Les cures et les doses n'ont pas été respectées, les heures de prise n'ont pas été respectées et on se retrouve avec un malade qui a peut-être développé une résistance aux produits qui pouvaient l'aider. Ok. Ce qui fait qu'il faudrait soit passer à un autre produit, soit observer les malades, passer par une autre prise en charge qu'on pouvait éviter si les malades avaient commencé Et directement pendant ce par temps-là, consulter. on rallonge plus les jours et les chances de guérir. Exactement, Ok. exactement. Je pense que j'ai un peu compris. Je ferai la médecine dans les prochains jours. Bienvenue. Ah, en tout cas, merci beaucoup. Alors, docteur, Oui. comme d'habitude, on a généralement les questions du public dans notre émission. Et vous aurez aussi 2 questions. Bien Oui. sûr, vous pouvez être bilingue vu que ce sont des questions qui nous viennent de notre public. Alors, on va rejoindre cette petite rubrique et on revient juste après. Bonsoir docteur, voici ma question. Quel aliment faut-il privilégier pour protéger son système digestif? Alors, comme on le dit toujours, c'est consommer beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et beaucoup d'eau. Ok. Vous allez remarquer que la plupart des gens ne consomment rarement des légumes, Des rarement fruits, de n'en parlons fruits pas. Hein. et de l'eau d'ailleurs. Surtout en cette saison sèche, la plupart des personnes ne consomment plus assez d'eau. Ok. Ce qui fait que quand on ne consomme pas assez d'eau, des légumes et des fruits, on fragilise son système immunitaire parce que on se nourrit de la nourriture, les aliments que nous consommons, contiennent des vitamines, des nutriments en fait qui permettent à notre système immunitaire de rester fort et de combattre les maladies qui viennent. Alors, si nous ne consommons pas cela, nous nous exposons à développer plusieurs maladies. Bonsoir docteur, ma question est celle-ci. Une douleur abdominale persistante signifie-t-elle forcément un cancer? Une douleur abdominale persistante, ça peut aller dans tous les sens parce que dans l'abdomen, il y a plusieurs organes. Donc voilà pourquoi si vous avez une douleur abdominale persistante, le conseil c'est de voir un médecin, passer une échographie par exemple, et à partir de l'échographie, on peut détecter exactement quelle est la partie de votre abdomen qui est touché ou des organes de l'organe qui est touché. Et c'est sur base de ces diagnostics qu'on pourra vous prendre en charge. Je vais poser une petite question, ça sera entre parenthèses. Au mois d'octobre, on a ce qu'on appelle Octobre Rose. Ça veut dire que on parle ou on sensibilise sur les cancers qui existent. Pourquoi on ne parle que du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus, alors qu'on a plusieurs autres types de cancers, mais dont on ne fait pas généralement la sensibilisation? Alors, il y a un calendrier de l'OMS qui reprend plusieurs journées où on célèbre, où on sensibilise plusieurs cancers. Okay. Par exemple, pour les cancers digestifs, c'est au mois de mars. Okay. On parle de mars bleu. On parle de cancer digestif, mais on met plus en lumière le cancer colorectal. Okay. Alors, au mois d'octobre, c'est le mois qui est dédié à la lutte contre les cancers du sein. Et voilà, c'est comme ça qu'il y a plus de sensibilisation en ces mois. Et le mois d'octobre attire maintenant plusieurs personnes parce que c'est un mois où on met l'accent sur la femme, le cancer qui touche à la femme. Et comme il y a plusieurs personnes qui sont investies dans ce mois, c'est comme ça que les lumières sont braquées sur octobre.
Alors qu'il y a des mois de mars, il y a le mois de février. Mais d'ailleurs, mars, c'était mieux parce que mars, c'est mieux parce que c'est le mois de la femme. Je pense que... Ou c'est spécifié. Les femmes n'ont pas le cancer Digestif? Si, elles peuvent développer aussi un cancer digestif. Ok. Mais alors, c'est l'OMS qui a classé selon chaque date par rapport à la lutte contre les cancers. Et donc, voilà un peu comment on s'est retrouvé avec les cancers digestifs, par exemple, au mois de mars. Mais tellement qu'il n'y a pas assez de lumière ou assez de bruit, de sensibilisation à ces sujets, c'est comme ça peut-être que la plupart des personnes ne connaissent pas que ça existe. Okay. Comme ça qu'il y a toujours des petites blagues que l'on fait en médecine pour dire au mois d'octobre, tous les stades sont pleins pour octobre rose, alors qu'au mois de novembre, on parle de novembre bleu aussi, où on parle du cancer de la prostate. Mais il n'y a pratiquement pas de personnes qui font une sensibilisation ou assez de bruit comme on le fait pour octobre rose. Alors, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Chers téléspectateurs, j'espère que cela vous a plu et que vous avez eu l'occasion de savoir qu'il n'existe pas que le cancer du sein ou le cancer du col de l'utérus, mais qu'il existe plusieurs types de cancers dont vous devez vous protéger. Évitez l'automédication, prenez soin de vous, buvez beaucoup d'eau, mangez beaucoup de légumes et de fruits. J'espère que cela vous permettra tant soit peu de limiter l'accès aux maladies dans votre organisme parce que ça sera très important. J'espère que vous avez passé une très belle soirée en notre compagnie parce que moi après j'ai passé une très belle soirée et j'ai eu à apprendre beaucoup de choses aussi de notre docteur. Merci à vous d'avoir été de nôtres. Merci aussi à vous chers téléspectateurs. Je vais vous laisser avec bien sûr ce plaisir de vous retrouver très prochainement. Surtout, n'oubliez pas de télécharger notre application Innov Télévision pour ne pas rater Santé et Vie, mais aussi beaucoup d'autres programmes qu'Innov Télévision vous propose. Je vais y aller et on va se retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye!